Question de méthode. Jean-Paul Sartre. Marxisme et existentialisme. La philosophie apparaît à certains comme un milieu homogène. Les pensées y naissent, y meurent, les systèmes s'y édifient pour s'y écrouler. D'autres la tiennent pour une certaine attitude qui serait toujours à notre liberté d'adopter. D'autres pour un secteur déterminé, la culture. À nos yeux, la philosophie n'est pas, sous quelque forme qu'on la considère, cette ombre de la science, cette éminence grise de l'humanité, n'est qu'une abstraction hypostasiée. En fait, il y a des philosophies, ou plutôt, car vous n'en trouverez jamais plus d'une à la fois qui soit vivante, en certaines circonstances bien définies, une philosophie se constitue pour donner son expression au mouvement général de la société. Et, tant qu'elle vit, c'est elle qui sert de milieu culturel aux contemporains. Cet objet déconcertant se présente à la fois sous des aspects profondément distincts dont il opère constamment l'unification. C'est d'abord une certaine façon pour la classe montante de prendre conscience de soi. Et cette conscience peut être nette ou brouillée, indirecte ou directe, au temps de la noblesse de robe et du capitalisme mercantile. Une bourgeoisie de juristes, de commerçants et de banquiers a saisi quelque chose d'elle-même à travers le cartésianisme. Un siècle et demi plus tard, dans la phase primitive de l'industrialisation, une bourgeoisie de fabricants, d'ingénieurs et de savants s'est obscurément découverte dans l'image de l'âme universelle que lui proposait le kantisme. Mais pour être vraiment philosophique, ce miroir doit se présenter comme la totalisation du savoir contemporain. Le philosophe opère l'unification de toutes les connaissances en réglant sur certains schémas directeurs qui traduisent les attitudes et les techniques de la classe montante devant son époque et devant le monde. Plus tard, lorsque les détails de ce savoir auront été un à un contestés et détruits par le progrès des Lumières, l'ensemble demeurera comme un continu indifférencié. Après avoir été liés par des principes, ces connaissances écrasées, presque indéchiffrables, lieront ces principes à leur tour. Réduit à sa plus simple expression, l'objet philosophique restera dans l'esprit objectif, sous forme d'idées régulatrices, indiquant une tâche infinie. Ainsi l'on parle aujourd'hui de l'idée kantienne, chez nous ou chez les Allemands, de la Weltanschauung de Fichte. C'est une philosophie, quand elle est dans sa pleine virulence, ne se présente jamais comme une chose inerte, comme l'unité passive et déjà terminée de savoir. Née du mouvement social, elle est mouvement elle-même, est morte sur l'avenir. Cette totalisation concrète est en même temps le projet abstrait de poursuivre l'unification jusqu'à ses dernières limites. Sous cet aspect, la philosophie se caractérise comme une méthode d'investigation et d'explication. La confiance qu'elle met en elle-même et dans son développement futur ne fait que reproduire les certitudes de la classe qui la porte. Toute philosophie est pratique, même celle qui paraît d'abord la plus contemplative. La méthode est une arme sociale et politique. Le rationalisme analytique et critique des grands cartésiens leur a survécu. Né de la lutte, il s'est retourné sur elle pour l'éclairer. Au moment où la bourgeoisie s'entreprenait de saper les institutions de l'Ancien Régime, il s'attaquait aux significations périmées qui tentaient de les justifier. Plus tard, il a servi le libéralisme et il a donné une doctrine aux opérations qui tentaient de réaliser l'autonomisation du prolétariat. Ainsi, la philosophie reste efficace tant que demeure vivante la praxis qu'il engendrait, qu'il apporte et qu'il éclaire.
mais elle se transforme, elle perd sa singularité, elle se dépouille de son contenu originel et daté dans la mesure même où elle imprègne peu à peu les masses, pour devenir en elle et par elle un instrument collectif d'émancipation. C'est ainsi que le cartésianisme au XVIIIe siècle apparaît sous deux aspects indissolubles et complémentaires. D'une part, comme idée de la raison, comme méthode analytique, il inspire Holbach, Helvétius, Diderot, Rousseau même. Et c'est lui qu'on trouve à la source des pamphlets antireligieux, aussi bien que de matérialisme mécaniste. D'autre part, il est passé dans l'anonymat et conditionne les attitudes des tiers états. En chacun, la raison universelle et analytique s'enfuit et ressort sous forme de spontanéité. Cela signifie que la réponse immédiate de l'opprimé à l'oppression sera critique. Cette révolution abstraite précède de quelques années la Révolution française et l'insurrection armée. Mais la violence dirigée des armes abattra des privilèges qui s'étaient déjà dissous dans la raison. Les choses vont si loin que l'esprit philosophique franchit les bords de la classe bourgeoise et s'infiltre dans les milieux populaires. C'est le moment où la bourgeoisie française se prétend classe universelle. Les infiltrations de la philosophie lui permettront de masquer les luttes qui commencent à déchirer les tiers et de trouver pour toutes les classes révolutionnaires un langage et des gestes communs. Si la philosophie doit être à la fois totalisation de savoir, méthode, idée régulatrice, arme offensive et communauté de langage, si cette vision du monde est aussi un instrument qui travaille les sociétés vermoulues, si cette conception singulière d'un homme ou d'un groupe d'hommes devient la culture et parfois la nature de toute une classe, il est bien clair que les époques de création philosophique sont rares. Entre le XVIIe et XXe siècle, j'en vois trois que je désignerai par des noms célèbres. Il y a le moment de Descartes et de Locke, celui de Kant et d'Hegel, enfin celui de Marx. Ces trois philosophies deviennent chacune à son tour l'humus de toute pensée particulière et l'horizon de toute culture. Elles sont indépassables tant que le moment historique dont elles sont l'expression n'a pas été dépassé. Je l'ai souvent constaté, un argument anti-marxiste n'est que le rajeunissement apparent d'une idée pré-marxiste. Un prétendu dépassement du marxisme ne sera au pire qu'un retour au pré-marxisme, au mieux que la redécouverte d'une pensée déjà contenue dans la philosophie qu'on a cru dépasser. Quant au révisionnisme, c'est un truisme ou une absurdité. Il n'y a pas lieu de réadapter une philosophie vivante au cours du monde. Elle s'y adapte d'elle-même à travers mille initiatives, mille recherches particulières, car elle ne fait qu'un avec le mouvement de la société. Ceux mêmes qui se croient les porte-paroles les plus fidèles de leurs prédécesseurs, malgré leur bon vouloir, transforment les pensées qu'ils veulent simplement répéter. Les méthodes se modifient parce qu'on les applique à des objets neufs. Si ce mouvement de la philosophie n'existe plus, de deux choses l'une, ou bien elle est morte, ou bien elle est en crise. Dans le premier cas, il ne s'agit pas de réviser, mais de jeter par terre un édifice pourri. Dans le second cas, la crise philosophique est l'expression particulière d'une crise sociale et son immobilisme est conditionné par des contradictions qui déchirent la société. Une prétendue révision effectuée par des experts ne serait donc qu'une mystification idéaliste et sans portée réelle. C'est le mouvement même de l'histoire. C'est la lutte des âmes sur tous les plans et à tous les niveaux de l'activité humaine qui délivreront la pensée captive
et lui permettront d'atteindre à son plein développement. Les hommes de culture qui viennent après les grands épanouissements et qui entreprennent d'aménager les systèmes ou de conquérir par les nouvelles méthodes de terre encore mal connues, ceux qui donnent à la théorie des fonctions pratiques et s'en servent comme d'un outil pour détruire et pour construire, il n'est pas convenable de les appeler les philosophes. Ils exploitent les domaines, ils en font l'inventaire, ils y élèvent quelques bâtiments, il leur arrive même d'y apporter certains changements internes. Mais ils se nourrissent encore de la pensée vivante des grands morts, soutenus par la foule en marche. Celle-ci constitue leur milieu culturel et leur avenir, détermine le champ de leur investigation et même de leur création. Ces hommes relatifs, je propose de les nommer des idéologues. Et puisque je dois parler de l'existentialisme, on comprendra que je le tienne pour une idéologie. C'est un système parasitaire qui vit en marge du savoir, qui s'y est opposé d'abord et qui aujourd'hui tente de s'y intégrer. Pour mieux faire comprendre ses ambitions présentes et sa fonction, il faut revenir en arrière, au temps de Kierkegaard. La plus ample totalisation philosophique, c'est l'hégélianisme. Le savoir est élevé à sa dignité la plus éminente. Il ne se borne pas à viser l'être dedans, il se l'incorpore et le dissout en lui-même. L'esprit subjectif s'aliène et se reprend sans cesse. Il se réalise à travers sa propre histoire. L'homme s'extériorise et se perd dans les choses, mais toute aliénation est surmontée par le savoir absolu du philosophe. Ainsi, nos déchirements, les contradictions qui font notre malheur sont des moments qui se posent pour être dépassés. Nous ne sommes pas seulement savants. Dans le triomphe de la conscience de soi intellectuelle, il apparaît que nous sommes sus. Le savoir nous traverse de part en part et nous situe avant de nous dissoudre. Nous sommes intégrés vivants à la totalisation suprême. Ainsi, le plus vécu d'une expérience tragique, d'une souffrance qui conduit à la mort est absorbé par le système comme une détermination relativement abstraite qui doit être médiatisée, comme un passage qui mène vers l'absolu, seul concret, véritable. En face de Hegel, Kierkegaard semble compter à peine. Ce n'est assurément pas un philosophe. Ce titre d'ailleurs, il a refusé lui-même. En fait, c'est un chrétien qui ne veut pas se laisser faire enfermer dans le système qui affirme sans relâche contre l'intellectualisme de Hegel, l'irréductibilité et la spécificité du vécu. Nul doute, comme l'a fait remarquer John Wall, qu'un Hegelien n'eût assimilé cette conscience romantique et brouté la conscience malheureuse. Moment déjà dépassé et connu dans ses caractères essentiels, mais c'est précisément ce savoir objectif que Kierkegaard conteste. Pour lui, des dépassements de la conscience malheureuse restent purement verbales. L'homme existant ne peut être assimilé par un système d'idées. Quoi qu'on puisse dire et penser sur la souffrance, elle échappe au savoir dans la mesure où elle est soufferte en elle-même, pour elle-même, et où le savoir reste impuissant à la transformer. Le philosophe construit un palais d'idées et il habite une chaumière. Bien entendu, c'est la religion que Kierkegaard veut défendre. Hegel ne voulait pas que le chrétianisme peut être dépassé, mais par cela même, il en a fait le plus haut moment de l'existence humaine. Kierkegaard insiste, au contraire, sur la transcendance du divin. Entre l'homme et Dieu, il met une distance infinie. L'existence de tout puissant ne peut être l'objet d'un savoir objectif.
Elle fait le visée d'une foi subjective. Et cette foi, à son tour, dans sa force et dans son affirmation spontanée, ne se réduira jamais à un moment indépassable et classable à une connaissance. Ainsi est-il amené à revendiquer la pure subjectivité singulière contre l'universalité objective de l'essence. L'intransigeance étroite et passionnée de vie immédiate contre la tranquille médiation de toute réalité, la croyance qui s'affirme obstinément malgré le scandale contre l'évidence scientifique. Il cherche des impartout pour échapper à la terrible médiation. Il découvre en lui-même des oppositions, des indécisions, des équivoques qui ne peuvent être dépassés. Paradoxes, ambiguïtés, discontinuités, dilemmes, etc. En tous ces déchirements, Hegel ne verrait sans doute que des contradictions, en formation et en cours de développement. Mais c'est justement ce que Kierkegaard lui reproche. Avant même d'en prendre conscience, le philosophe d'Iéna aurait décidé de le considérer comme des idées tronquées. En fait, la vie subjective, dans la mesure même où elle est vécue, ne peut jamais faire l'objet d'un savoir. Elle échappe par principe à la connaissance, et le rapport du croyant à la transcendance ne peut être conçu sous forme de dépassement. Cette intériorité qui prétend s'affirmer contre toute philosophie, dans son étroitesse et sa profondeur infinie, cette subjectivité retrouvée par là le langage, comme l'aventure personnelle de chacun en face des autres et de Dieu, voilà ce que Kierkegaard a nommé l'existence. On le voit, Kierkegaard est inséparable de Hegel, et cette négation farouche de tout système ne peut prendre naissance que dans un champ culturel entièrement commandé par l'hégélianisme. Les Danois se sont traqués par les concepts, par l'histoire, il défend sa peau. C'est la réaction du romantisme chrétien contre l'humanisation rationaliste de la foi. Il serait trop facile de rejeter cette œuvre au nom de subjectivisme. Ce qu'il faut remarquer plutôt en se replaçant dans le cadre de l'époque, c'est que le Kierkegaard a raison contre Hegel, tout autant que Hegel a raison contre Kierkegaard. Hegel a raison au lieu de se buter, comme l'idéologue danois, en des paradoxes figés et pauvres, qui renvoient finalement à une subjectivité vide. C'est le concret et véritable que le philosophe d'Iéna vise par ses concepts. Et la médiation se présente toujours comme un enrichissement. Kierkegaard a raison, la douleur, le besoin, la passion, la peine des âmes sont des réalités brutes qui ne peuvent être ni dépassées ni changées par le savoir. Bien sûr, son subjectivisme religieux peut passer à bon droit pour le comble de l'idéalisme, mais par rapport à Hegel, il marque un progrès vers le réalisme puisqu'il insiste avant tout sur l'irréductibilité d'un certain réel et à la pensée et sur sa primauté. Il y a chez nous des psychologues et des psychiatres qui considèrent certaines évolutions de notre vie intime comme le résultat d'un travail qu'elle exerce sur elle-même. En ce sens, l'existence kierkegaardienne, c'est le travail de notre vie intérieure. Résistance vaincue et sans cesse renaissante. Effort sans cesse renouvelé. Désespoir surmonté, échec provisoire et victoire précaire. En tant que ce travail s'oppose directement à la connaissance intellectuelle, Kierkegaard fut le premier peut-être à marquer contre Hegel et grâce à lui, l'incommensurabilité du réel et de savoir. Et cette incommensurabilité peut être à l'origine d'un irrationalisme conservateur. C'est même une des façons dont on peut comprendre l'œuvre de cet idéologue. Mais elle peut se comprendre aussi comme la mort de l'idéalisme absolu. Ce sont pas les idées qui changent les âmes. Il ne suffit pas
de connaître une passion par sa cause pour la supprimer. Il faut la vivre, y opposer d'autres passions, la combattre avec ténacité, bref, se travailler. Il est frappant que le marxisme adresse le même reproche à Hegel, quoique d'un tout autre point de vue. Pour Marx, en effet, Hegel a confondu l'objectivation, simple extériorisation de l'homme dans l'univers, avec l'aliénation, qui retourne contre l'homme son extériorisation. Prise en elle-même, Marx le souligne à plusieurs reprises, l'objectivation serait un épanouissement, elle permettrait à l'homme qui produit et reproduit sans cesse sa vie et qui se transforme en changeant de la nature, de se contempler lui-même dans un monde qu'il a créé. Nulle prestidigitation dialectique n'en peut faire sortir l'aliénation. C'est qu'il ne s'agit pas d'un jeu de concepts mais de l'histoire réelle. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent dans des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Ces rapports de production correspondent à un degré de développement donné de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la base réelle sur quoi s'élève une superstructure juridique et politique, et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Or, dans la phase actuelle de notre histoire, les forces productives sont entrées en conflit avec les rapports de production. Le travail créateur est aliéné, l'homme ne se reconnaît pas dans son propre produit, et son labeur épuisant lui apparaît comme une force ennemie. Puisque l'aliénation surgit comme le résultat de ce conflit, c'est une réalité historique et parfaitement irréductible à une idée. Pour que les hommes s'en délivrent et que le travail devienne la pure objectivation d'eux-mêmes, il ne suffit pas que la conscience se pense elle-même. Il faut le travail matériel et la praxis révolutionnaire. Lorsque Marx écrit « De même qu'on ne juge pas un individu sur l'idée qu'il se fait lui, de même on ne peut juger une époque de bouleversement révolutionnaire sur sa conscience de soi. » Il marque la priorité de l'action, travail praxis sociale sur le savoir, ainsi que leur hétérogénéité. Il affirme lui aussi que le fait humain est irréductible à la connaissance, qu'il doit se vivre et se produire. Seulement, il ne va pas le confondre avec la subjectivité vide d'une petite bourgeoisie puritaine et mystifiée. Il en fait le thème immédiat de la totalisation philosophique, et c'est l'homme concret qu'il met au centre de ses recherches. Cet homme qui se définit à la fois par ses besoins, par les conditions matérielles de son existence et par la nature de son travail, c'est-à-dire de sa lutte contre les choses et contre les hommes. Ainsi, Marx a raison à la fois contre Kierkegaard et contre Hegel, puisqu'il affirme avec le premier la spécificité de l'existence humaine, et puisqu'il prend avec le second l'homme concret dans sa réalité objective. Il semblerait naturel dans ces conditions que l'existentialisme, cette protestation idéaliste contre l'idéalisme, ait perdu toute utilité et n'ait pas survécu au déclin de l'hégélianisme. De fait, il subit une éclipse. Dans la lutte générale qu'elle mène contre le marxisme, la pensée bourgeoise s'appuie sur le post-kantien, sur Kant lui-même et sur Descartes. Elle n'a pas l'idée de s'adresser à Kierkegaard. Le Danois reparaîtra au début du XXe siècle, quand on s'avisera de combattre la dialectique marxiste en lui, opposant les pluralismes, des ambiguïtés, des paradoxes. C'est-à-dire à dater du moment où, pour la première fois, la pensée bourgeoise est réduite à la défensive. L'apparition dans l'entre-deux-guerres d'un existentialisme allemand correspond certainement, au moins chez Jaspers, à une sournoise volonté de ressusciter le transcendant. Déjà, Jean Wahl l'a marqué, on pouvait se demander si Kierkegaard n'entraînait pas ses lecteurs
dans les profondeurs de la subjectivité, à seule fin de leur y faire découvrir le malheur de l'homme sans Dieu. Ce traquenard serait assez dans la manière du grand solitaire, qui niait la communication entre les hommes, et pour influencer son semblable, ne voyait d'autre moyen que l'action indirecte. Jaspers, lui, joue carte sur table. Il n'a rien fait d'autre que de commenter son maître. Son originalité consiste surtout à mettre certains thèmes en relief et à en masquer d'autres. Le transcendant, par exemple, paraît d'abord absent de cette pensée, en fait hilarante. On nous apprend à la pressentir à travers nos échecs. Il en est le sens profond. Cette idée se trouve déjà chez Kierkegaard, mais elle a moins de relief puisque ce chrétien pense et vit dans le cadre d'une religion révélée. Jaspers, muet sur les révélations, nous ramène, par le discontenu, le pluralisme et l'impuissance, à la subjectivité pure et formelle qui se découvre et découvre la transcendance à travers ses défaites. La réussite, en effet, comme objectivation, permettrait à la personne de s'inscrire dans les choses et, du coup, obligerait à se dépasser. La méditation de l'échec convient parfaitement à une bourgeoisie partiellement déchristianisée, mais qui regrette à la fois parce qu'elle a perdu confiance dans son idéologie rationaliste et positiviste. Déjà Kierkegaard considérait que toute victoire est suspecte parce qu'elle détourne l'homme de soi. Kafka a repris ce thème chrétien dans son journal, et l'on peut y trouver une certaine vérité puisque, dans un monde de l'aliénation, le vainqueur individuel ne se reconnaît pas dans sa victoire, et puisqu'on devient l'esclave. Mais ce qui importe à Jaspers, c'est d'en tirer un pessimisme subjectif et de le faire déboucher en un optimisme théologique qui n'ose pas dire son nom. Le transcendant, en effet, reste voilé, ne se prouve que par son absence. On ne dépassera pas le pessimisme, on pressentira la réconciliation en restant au niveau d'une contradiction insurmontable et d'un total déchirement. Cette condamnation de la dialectique, ce n'est plus égal qu'elle vise, c'est Marx. Ce n'est plus le refus de savoir, c'est celui de la praxis. Kierkegaard ne voulait pas figurer comme concept dans le système hegelien. Jaspers refuse de coopérer comme individu à l'histoire que font les marxistes. Kierkegaard réalisait un progrès sur Hegel parce qu'il affirmait la réalité du vécu. Mais Jaspers est en régression sur le mouvement historique, puisqu'il fuit le mouvement réel de la praxis dans une subjectivité abstraite, dont l'unique but est d'atteindre une certaine qualité intime. Cette idéologie de repli exprimait assez bien, hier encore, l'attitude d'une certaine Allemagne broutée, sourde de défaite, et celle d'une certaine bourgeoisie européenne, qui veut justifier les privilèges par une aristocratie lame, fuir son objectivité dans une subjectivité exquise, et se fasciner sur un présent ineffable, pour ne pas voir son avenir. Philosophiquement, cette pensée molle et sournoise n'est qu'une survivance. Elle n'offre pas grand intérêt, mais elle est de notre existentialisme, qui s'est développé en marge du marxisme et non pas contre lui. C'est de lui que nous nous réclamons et que je vais parler maintenant. Par sa présence réelle, une philosophie transforme les structures du savoir, suscite des idées, et même quand elle définit les perspectives pratiques d'une classe exploitée, elle polarise la culture des classes dirigeantes et la change. Marx écrit que les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Il a formellement raison. Quand j'avais 20 ans, en 1925, il n'y avait pas de chaire de marxisme à l'université, et les étudiants communistes se gardaient bien de recourir au marxisme, ou bien de le nommer dans leur dissertation. Ils eussent été refusés à tous leurs examens.
L'horreur de la dialectique était telle que Hegel lui-même nous était inconnu. Certes, on nous permettait de lire Marx, on nous en conseillait même la lecture. Il fallait le connaître pour le refuter. Mais sans tradition hegelienne et sans maître marxiste, sans programme, sans instrument de pensée, notre génération, comme les précédentes et comme la suivante, ignorait tout le matérialisme historique. On nous enseignait minutieusement par contre la logique aristotélicienne et la logistique. C'est vers cette époque que j'ai lu le Capital et l'idéologie allemande. Je comprenais tout lumineusement et je n'y comprenais absolument rien. Comprendre, c'est se changer, aller au-delà de soi-même. Cette lecture ne me changeait pas, mais ce qui commençait à me changer, par contre, c'était la réalité du marxisme, la lourde présence, à mon horizon, des masses ouvrières, corps énormes et sombres qui vivaient le marxisme, qui le pratiquaient, et qui exerçait à distance une irrésistible attraction sur les intellectuels petits bourgeois. Cette philosophie, quand nous la lisions dans les livres, ne jouissait d'aucun privilège à nos yeux. Un prêtre qui vient d'écrire sur Marx un ouvrage copieux et d'ailleurs plein d'intérêt, déclare tranquillement dans les premières pages: il est possible d'étudier pensée aussi sûrement qu'on étudie celle de notre philosophe ou de notre sociologue. C'était bien ce que nous pensions. Tant que cette pensée nous apparaissait à travers des mots écrits, nous restions objectifs. Nous nous disions: voilà les conceptions d'un intellectuel allemand qui habitait Londres au milieu du siècle dernier. Mais quand elles se donnaient pour une détermination réelle du prolétariat, comme le sens profond, pour lui-même et en soi, de ces actes, elles nous attiraient irrésistiblement sans que nous le sachions et déformaient toute notre culture acquise. Je le répète, ce n'était pas l'idée qui nous bouleversait, ce n'était pas non plus la condition ouvrière dont nous avions une connaissance abstraite, mais non, l'expérience. Non, c'était l'une liée à l'autre. C'était, aurions-nous dit alors dans notre jargon d'idéaliste, en rupture d'idéalisme, le prolétariat comme incarnation et véhicule d'une idée. Et je crois qu'il faut ici compléter la formule de Marx. Quand la classe montante prend conscience d'elle-même, cette prise de conscience agit à distance sur les intellectuels et désagrège les idées dans leur tête. Nous refusons l'idéalisme officiel au nom de tragique de la vie. Ce prolétariat lointain, invisible, inaccessible, mais conscient et agissant, nous fournissait la preuve, obscurément pour beaucoup d'entre nous, que tous les conflits n'étaient pas résolus. Nous avions été élevés dans l'humanisme bourgeois, et cet humanisme optimiste éclatait puisque nous devinions autour de notre ville la foule immense des âmes conscients de leur surhumanité. Mais nous ressentions cet éclatement d'une manière encore idéaliste et individualiste. Les auteurs que nous aimions nous expliquaient vers cette époque que l'existence est un scandale. Ce qui nous intéressait pourtant, c'était les âmes réelles avec leurs travaux et leurs peines. Nous réclamions une philosophie qui rendrait compte de tout, sans nous apercevoir qu'elle existait déjà et que c'était elle justement qui provoquait en nous cette exigence. Un livre eut beaucoup de succès parmi nous à cette époque, Vers le concret, de Jean Wahl. Encore étions-nous déçus par ce vers. C'est de concret total que nous voulions partir. C'est au concret absolu que nous voulions arriver. Mais l'ouvrage nous plaisait parce qu'il embrassait l'idéalisme en découvrant des paradoxes, des ambiguïtés, des conflits non résolus dans l'univers. Nous apprîmes à tourner le pluralisme, ce concept de droite, contre l'idéalisme optimiste et moniste de nos professeurs.
au nom d'une pensée de gauche qui s'ignorait encore. Nous adaptions avec enthousiasme toutes les doctrines qui divisaient les hommes en groupes étanches, démocrates, petits bourgeois. Nous refusions le racisme, mais nous aimions à penser que les mentalités primitives que l'univers de l'enfant et du fut nous demeurait parfaitement impénétrable. Sous influence de la guerre et de la révolution russe, nous opposions, en théorie seulement bien entendu, la violence aux doux rêves de nos professeurs. C'était une mauvaise violence, insultes, rixes, suicides, meurtres, catastrophes irréparables qui risquaient de nous conduire au fascisme. Mais elle avait à nos yeux l'avantage de mettre l'accent sur les contradictions de la réalité. Ainsi, le marxisme, comme philosophie devenue monde, nous arrachait à la culture défunte d'une bourgeoisie qui vivotait sur son passé. Nous nous engagions à l'aveuglette dans la voie dangereuse d'un réalisme pluraliste qui visait l'homme et les choses dans leur existence concrète. Pourtant, nous restions dans le cadre des idées dominantes. L'homme que nous voulions connaître dans sa vie réelle, nous n'avions pas encore l'idée de le considérer d'abord comme un travailleur qui produit les conditions de sa vie. Nous confondîmes longtemps le total et l'individuel. Le pluralisme qui nous avait si bien servi contre l'idéalisme de M. Bolchevique nous empêcha de comprendre la totalisation dialectique. Nous nous plaisions à décrire des essences et des types artificiels isolés plutôt qu'à reconstituer le mouvement synthétique d'une vérité devenue. Les événements politiques nous amenèrent à utiliser comme une sorte de grille plus commode que véridique les schèmes de lutte de classe, mais il fallut toute l'histoire sanglante de ce demi-siècle pour nous en faire saisir la réalité et pour nous situer dans une société déchirée. C'est la guerre qui fit éclater les cadres vieillis de notre pensée. La guerre, l'occupation, la résistance, les années qui suivirent. Nous voulions lutter aux côtés de la classe ouvrière. Nous comprenions enfin que le concret est l'histoire et l'action dialectique. Nous avions renié le réalisme pluraliste pour l'avoir retrouvé chez les fascistes et nous découvrions le monde.